cœur d'Aline et de Michel. Ceux-là qui avaient répondu à l'appel du chemin plusieurs fois déjà ont aussi pressenti la richesse d'y aller avec la famille cette fois-ci. Ce soir, on pourra revivre ces moments grâce à eux et se familiariser un peu avec ce genre de projet qui, au fond, rejoint plusieurs d'entre nous. Vous connaissez tous la bande dessinée de Tintin et les aventures de Tintin. Bien, ce soir, on a les aventures d'Aline et Michel, parce que ce sont de vétérans marcheurs, plus d'une dizaine de fois qui ont été marchés sur le chemin de Compostelle. Et à chaque fois, ils ont fait un petit livre dans lequel ils ont écrit, mis des photos. Et ce soir, nous, en Estrie, on a décidé d'ouvrir un de ces livres-là qui s'appelle « La voix du puits en famille ». Sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de Aline Roy et Michel Chevalier. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Michel Chevalier, et ma conjointe, Aline Roy. Bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir de partager avec vous un peu de notre marche en famille sur le chemin du puits que nous avons fait en 2014. On se présente encore une fois. Aline et moi, on est des adeptes des chemins de Compostelle. Nous marchons sur les chemins depuis 2007. Presque à chaque année, nous allons faire des chemins différents. Nous sommes pas mal accros à ces chemins-là. En 2014, bon, ça ne change pas avec ça. En 2014, Julie, notre fille, qui est présente ce soir avec Gabriel et Raphaël, a voulu marcher avec nous, avec les deux enfants. Gabriel, à l'époque, avait 10 ans et Raphaël avait 7 ans et demi. Nous étions emballés par ce projet et lui avons suggéré de marcher sur le chemin du puits pour les raisons suivantes. Bon. Premièrement, les multiples possibilités d'hébergement qu'il y a sur le chemin du puits, la beauté des paysages, l'histoire aussi, l'accès à des transports en cas de pépin, l'accès aux pharmacies, l'alimentation qui est facile à avoir, en fait, toutes ces raisons-là. Sur la carte, là, vous avez le chemin du puits, le puits envelé jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est la Via Podiensis. Et nous avons fait 400 km avec les enfants jusqu'à Moissac, à peu près la moitié du chemin de la Via Podiensis. On est allé au coup d'envoi, puis ça s'est passé à Sherbrooke. Julie n'a pas pu venir. On avait juste Raphaël et Gabriel avec nous. Et ils ont été très enchantés de cette journée que nous avons passée à Sherbrooke. Ensuite de ça, on a déterminé la date. Ça a été, nous avons fait le chemin le 13 août au 14 septembre. Et Julie avait obtenu une dérogation de l'école pour l'absence de 2 semaines des enfants. Oui, on a planifié les étapes, une moyenne de 15 km par jour pour 26 étapes, au grand désespoir de Gabriel. Je ne trouvais pas ça assez long. On a retenu les gîtes, les moyens de transport à l'arrivée à l'aérogare, autrement dit l'aéroport, l'arrivée et départ. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Je ne me rappelle plus. Ça prenait une lettre du papa pour autoriser le voyage des enfants. Il a fallu aussi préparer l'équipement pour les enfants. Voir aux capacités à porter, des sacs adaptés à leur taille, les chaussures de marche, les vêtements pour affronter soleil, vent, pluie, chaleur, prévoir des petits jeux au moment creux, là,
différentes choses de cet ordre. À cette époque, Air Transat atterrissait un vol direct à Lyon. Et c'est des vols de nuit. Fait qu'il y a le décalage horaire lorsqu'on arrive en France. Fait qu'il fallait s'attendre à ce que les enfants soient perturbés de même que les grands, bien sûr. D'ailleurs, Gabriel, au décollage et à l'atterrissage, il a eu mal aux oreilles. Ça y faisait assez mal. Mais on lui a fait mâcher de la gomme, ça lui a aidé. Et lorsque nous sommes arrivés à Lyon, à l'aéroport Saint-Exupéry, Raphaël avait des nausées et en plus, les douaniers faisaient une grève du zèle. Fait que ça a été un petit peu long pour récupérer la voiture. Et là, on a été vraiment chanceux parce que pourquoi qu'on a loué une voiture? C'est parce qu'on voulait arriver plus tôt au puits. Et ça nous revenait à peu près au même prix avec tous les transports, ça nous revenait à peu près au même prix. Nous étions 5, fait que on a loué une voiture. Et là, on a eu une belle surprise, c'est qu'ils nous ont passé une BM à la place d'une petite voiture qu'on avait préalablement louée. Excusez. Bon, ben là, je passe le flambeau à Aline. Alors, pour faire suite à la première partie de notre présentation sur la préparation du voyage, on va maintenant vous parler des réactions des enfants quant à divers aspects de leur marche sur le chemin du puits. D'abord, quand on est arrivé au puits, bien évidemment, on a pris une journée de repos parce que les enfants et nous-mêmes étions fatigués, il y avait le décalage horaire et tout, mais on a quand même, après une sieste, visité la ville. Et le premier coup de cœur de Raphaël, ça a été pour la cathédrale Notre-Dame-du-Puy. Alors, elle nous a demandé à plusieurs reprises de retourner la voir parce qu'elle la trouvait tellement belle. Au retour du voyage, moi, j'ai demandé aux enfants qu'est-ce qui les avait le plus impressionnés. Alors, elle m'a répondu, c'est la cathédrale Notre-Dame-du-Puy. Quand je l'ai vue, j'ai ressenti plein d'émotions en même temps. La joie, la gentillesse, la bonté. Elle dit, j'avais le goût d'aider quelqu'un qui avait besoin d'aide. Alors ça nous a surpris. L'effet qu'une cathédrale pouvait avoir sur une petite fille de cet âge-là. Oui. Alors ça, c'est le départ. On est parti le 16 août pour marcher, pour nos 26 étapes. Alors Gabriel, il était ravi parce que lui était venu en France, sur le chemin du Puy, pour marcher. Alors lui, là, il ne comprenait pas trop pourquoi on restait une journée à visiter le puits. Alors, toute cette journée-là, il était tellement content, il était heureux, il attendait impatiemment ce moment-là. Et c'était la première journée que les enfants marchaient quand même, 16 km, avec un sac à dos. Alors, il y a eu quand même plusieurs ajustements en cours de route, là, modifier le poids dans le sac, arrêter parce que les enfants avaient beaucoup faim. Évidemment, nous aussi, les adultes, on a faim quand on marche parce qu'on dépense d'énergie, mais eux, en plus, ils sont en pleine croissance. Alors, ça nous a donné une leçon pour le reste de la marche. On a prévu beaucoup de collations, puis beaucoup d'arrêts dans des restaurants ou des petits cafés pour se ravitailler, puis que les enfants se reposent un petit peu. En cours de route, les enfants sont intéressés par toutes sortes de choses. Entre autres, Gabriel a repéré un visage sur un arbre. Il y avait eu une branche de coupée, puis l'arbre s'était cicatrisé, puis Gabriel a vu un visage dans le centre de cette cicatrice. La petite Raphaël, elle essayait de trouver les coquilles un peu partout sur le chemin. Ce qui les intéressait énormément aussi, c'est les animaux, les insectes, tout ce qu'ils voyaient sur le chemin. Alors, les grosses limaces oranges qu'on ne voit pas ici au Québec, ça les a impressionnés.
les belles toiles d'araignée avec toutes les petites perles de rosée là, qu'on voit le matin sur les clôtures, une belle menthe religieuse, alors qu'ils ont pris le temps d'observer. Les poules, ça a été vraiment drôle parce qu'à un moment donné, on s'est arrêté pour manger notre repas du midi, puis il y avait des poules et des coqs en liberté. Alors, le coq, surtout, voulait essayer d'attraper nos sandwichs il fallait qu'on les tienne bien haut pour pouvoir les manger nous-mêmes. Et les poules en liberté, si tu veux revenir, ouais, c'est ça, les poules. Oui. Alors, ça, les poules en liberté, ça creuse des trous dans le sable et puis ça se secoue, les puces sautent de partout et les autres poules courent pour manger les puces. Alors ça fait rire les enfants, ils ont trouvé ça bien drôle. Tout au long du chemin, ben, c'est sûr, les veaux, les vaches, les chevaux, les ânes, les chiens. Alors, les enfants étaient bien intéressés, puis il fallait arrêter pour leur parler, les flatter. Bon, les ânes. Alors ici, à gauche, vous voyez l'âne kéfir. Alors ça, c'était notre première halte, le premier soir, le premier gîte. Alors, on voit un âne arriver avec un petit garçon et sa maman. Le petit garçon s'appelait Léandre. C'était des gens qui venaient du sud. Et donc, les enfants, quand ils ont vu ça, c'est sûr qu'ils sont allés voir et puis ils sont devenus amis avec Léandre et puis ils lui ont aidé à enlever tout le fardeau là, sur l'âne et puis à lui donner à boire et à manger. À droite, vous voyez l'âne Bonnet. Alors ça, c'était une autre famille, une autre petite famille qui voyageait avec une petite fille de 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelait Mathilde. Et dès qu'elles se sont vues, Mathilde et Raphaël, elles sont devenues amies. Le soir, quand on était au même gîte, Raphaël s'occupait beaucoup de Mathilde. Alors, elles se sont bien attachées. Quand c'était le temps de se séparer, Mathilde avait de la peine. Et quand elles se revoyaient, là, c'était le bonheur. Et ici, on voit les enfants là, qui s'amusent à gauche dans un parc. Alors, c'est évident que dès qu'on arrivait en quelque part, s'il y avait un parc, on les amenait à jouer parce qu'ils ont besoin quand même de socialiser puis de jouer avec d'autres enfants, ce qu'il n'y avait pas de difficulté à faire, mais pas du tout. Et là, on voit des rencontres amicales. Un autre moment qui a été vraiment très significatif pour eux, c'est le musée à Saugues. Alors, c'est le musée de la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan, c'était finalement des loups, probablement, on ne sait pas trop, mais qui ont fait des grands ravages au 18e siècle dans les forêts environnant Saugues, là, au Gévaudan. Dans ce musée-là, on illustre de façon extrêmement réaliste avec des personnages vêtus comme à l'époque, dans des scènes comme on aurait pu voir à l'époque. Alors, les enfants ont été très attentifs tout au long du musée. Ça les a beaucoup impressionnés, puis ils ont discuté un bon moment sur les diverses hypothèses qui pouvaient expliquer le phénomène. D'ailleurs, le lendemain, on traversait là, la forêt de la Margeride, qui est une forêt sombre, et puis les deux marchaient côte à côte, et puis là, ils se posaient la question, s'il y a un loup là, qui arrivait, qui surgissait, qu'est-ce que tu ferais pour te sauver ou pour te défendre? L'aubrac. Ça, pour Gabriel, là, ça a été le bonheur. Il était tellement heureux de marcher sur ce haut plateau de 800 mètres de haut qui sert d'estive l'été. Alors là, lui, il se sentait en liberté, il était joyeux, il était heureux. Ça, c'est un endroit qu'il a adoré. D'ailleurs, quand on est revenu au Québec, je demandais aux enfants qu'est-ce qu'ils avaient préféré. Lui, c'est ce qu'il a le mieux aimé. Ce qu'il me disait, c'est les plus beaux paysages que j'ai vus de tout le voyage en Aubrac. On voit ici les belles d'Aubrac là, qui paissent l'été dans le champ, puis l'énorme taureau. Là. On est passé à côté de ce taureau-là. Ici, c'est d'autres scènes de l'Aubrac. C'était pas si chaud que ça, mais c'était tellement beau, un beau sentiment de liberté. Les enfants étaient tellement heureux. Ils ont marché, en fait, je pourrais dire qu'ils ont couru
tout le long du trajet pour traverser l'Aubrac. Et là, ben, on est au restaurant chez Germaine, justement, à Aubrac même. Chez Germaine, ils sont spécialisés dans la fabrication d'énormes tartes faites avec des fruits, là, finalement, des fraises, des framboises, des bleuets. Et les enfants, comme ils avaient bien marché, bien, ils en ont pris au moins 2 portions et des chocolats chauds et des liqueurs. Ça a été un super bel arrêt, puis ça nous a permis de se donner des câlins et puis de reparler de cette belle traversée de l'Aubrac. Ici, on est à la sortie de Saint-Chély d'Aubrac et Raphaël s'est penché par-dessus un muret et elle a vu que, bon, c'est un cimetière et que les pierres tombales étaient couchées, alors que chez nous, au Québec, elles sont dressées, elles sont debout. Alors ça l'a questionné, elle se demandait comment ça se fait que c'était comme ça. Alors, on lui a expliqué que, bon, c'est un autre pays, c'est une autre coutume. Les croix avec les monticules de pierre. Ça aussi, ça a beaucoup intrigué Raphaël. Michel et moi, on marchait avec elle à ce moment-là. Alors, elle nous dit, pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des pierres comme ça? Alors, on lui a expliqué que ce sont des pèlerins qui déposent des pierres. C'est comme un symbole de changement finalement. Ils ont pris une résolution quelconque. Ils veulent se débarrasser d'un poids ou d'une mauvaise habitude ou ils veulent changer quelque chose dans leur vie. Et on lui dit aussi, ben, à l'occasion, il y a des pèlerins qui disent une prière devant ces croix-là. Alors, elle nous dit, moi, est-ce que je peux en dire une prière? On a dit, bien oui, Raphaël, tu peux dire une prière si tu veux. Alors, elle dit, éloignez-vous parce que c'est privé. Alors, nous, Michel et moi, on s'éloigne. Et bientôt, elle nous rejoint, puis elle dit, voulez-vous savoir ce que ça a été, ma petite prière? Alors, on a dit, oui, mais tu nous as dit que tu es privé, tu n'es pas obligé de nous le dire. Ah, ça fait rien, je vais vous le dire. Alors, elle dit, j'ai prié pour tout le monde du monde entier, pour que les gens aient à manger, qu'ils aient un toit, qu'ils soient heureux. J'ai prié pour ma famille et aussi, j'ai prié pour mon chat. Alors, nous, on a trouvé ça charmant et touchant en même temps qu'une petite fille fasse une prière universelle. Et elle n'avait même pas prié pour elle. Alors ça, on a trouvé ça charmant. Saint-Côme-d'Olt. Alors ça, c'est le beau village avec le clocher torsadé, flammé. On avait loué un gîte où il y avait une piscine. Alors les enfants étaient bien contents parce qu'ils se sont baignés. Et le gîte était tenu par un monsieur qui avait un garçon un petit peu plus vieux que Gabriel, un garçon d'une 12aine d'années. Alors Gabriel et Pierre sont devenus amis. Et puis Pierre a prêté une bicyclette à Gabriel. Les 2 garçons ont fait plusieurs fois le tour du village. Et en même temps, dans ce village-là, il y avait une fête foraine. Alors, maman Julie a amené ses enfants s'amuser à la fête foraine, alors que nous, les grands-parents, on est allés à la sortie du village dans un marché pour acheter les victuailles du lendemain. Là, on nous voit à la sortie de Saint-Côme-d'Olt, c'est Gabriel et moi. Alors, on est tout frais et dispo là, pour entreprendre la journée du lendemain, la journée de marche. Et Gabriel et moi, on marchait souvent ensemble parce qu'on marchait à peu près au même rythme. Et là, c'est Michel qui continue. Bon, bien, là, ici, c'est l'église de Perse, qui est à peu près 2 km avant Espalion. On a été vraiment chanceux. On est arrivé, il y avait une guide extraordinaire avec un super talent pour expliquer aux enfants l'imagerie du Moyen Âge. Et elle disait, bon, ce que vous voyez, les chapiteaux, toutes les sculptures saintes, c'est comme une BD. Parce que les gens au Moyen Âge ne savaient pas lire, ça fait que c'était illustré dans la pierre. Elle a parlé aussi aux enfants des curieux. On ne savait même pas qu'il y avait ces choses-là. Là, il y en a un curieux à votre droite, plutôt à votre gauche, je ne sais plus. Non, c'est droite en haut. Droite en haut, là. Bon, ben ce curieux-là, c'est à l'église, à l'abbatiale de Conques, que
j'ai photographié ça. En plus, la guide avait expliqué aux enfants la différence des styles d'architecture, la différence entre le gothique et le roman. Pour le roman, elle dit, vous avez juste à regarder l'enseigne de McDo, le grand M de McDo. Les arches du M, ben ça, c'est le roman. Et le gothique, dans le mot gothique, le TH dans le milieu, ben ça exprime l'élévation, ça monte en ogive. Fait que les enfants ont tellement bien intégré ça que lorsqu'on arrivait devant une église ou on rentrait à l'intérieur d'une église, ils étaient capables de distinguer le roman et le gothique. Ah, faut que j'y aille ici. Bon, ici, vous avez l'imagerie un peu. Il y a plusieurs photos qui ont été prises. Le chapiteau en haut, ça a été pris, ça, à l'abbaye, à Conques. Et les rois mages, ça, c'est à l'église de Perse. Et les autres, les corbeaux, ben là, ça, c'était à Cahors. Golinac, là, on a logé chez des vétérinaires, un couple de vétérinaires, super gentils aussi. En général, on a été très chanceux avec nos giteurs, ça a été merveilleux. Bon, là, ils ont donné des tâches aux enfants. Les enfants avaient à aller nourrir le cheval et l'âne qui était dans un pré juste en arrière de la maison. Avec ça, ils ont été tellement contents de faire ça. Et en plus, il y avait une trolley de chats. Et nourrir tous les chats, ça a été le grand paradis aussi. Le soir au souper, on était plusieurs à la table. Ils ont demandé aux enfants de dresser la table, d'apporter les plats sur la table et à la fin de les servir. Et ça a été au grand bonheur de nos petits. Bon, là, la prochaine image, on va vous présenter un balado. C'est une entrevue que Jenny Satmonen, une Belge, avait faite avec Raph. Mais elle a fait un grand balado pour recueillir les témoignages de différents marcheurs du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. Mais là, on a pris, nous, uniquement l'extrait de Raphaël. Hop. Classe, on est 21. Je suis la seule à avoir qui va marcher 400 km dans ma classe et même dans l'école. C'est un exploit pour une petite fille de 7 ans qui porte son sac sur le dos. Au début, je pensais que je ne serais pas capable de faire la marche. J'étais pas habituée à mon sac, alors j'avais mal. Puis le deuxième jour, j'avais encore mal. La deuxième fois, je me suis beaucoup plus habituée à mon sac, à mes pieds. Alors, j'ai commencé à devenir meilleure qu'avant. En ce moment, ça va très bien. Je sens plus mes petits pieds ni mon sac. Je suis bien. Les paysages, je les imaginais moins beaux, mais tout est plus beau de ce que mon imagination disait. Oh, regarde! Oh. Qu'est-ce que tu vois? Un lézard. Tout petit lézard. Il est immobile. Oh non. Il faut être très rapide et avoir beaucoup d'expérience pour attraper un jeune lézard. Si moi, je marcherais tout seul, qui m'aiderait? Qui me donnerait le chemin? Et je serais tout seul, personne pour moi.
je pourrais parler à personne sauf à ceux que je rencontre. Alors, je marcherai tout seul sans ma famille. Alors, pour moi, c'est très important de marcher en famille. La famille marche. Et voilà, c'était le beau témoignage de Raphaël. Et là, les jours de pluie où il y avait des tondées, on avait énormément de plaisir. C'était la rigolade continuellement à cause des pèlerines. On avait l'air de bossus, de monstres à grosses bosses. Fait que on a eu beaucoup de plaisir à ces moments-là. Notre arrivée à Conques, nous avons couché à l'auberge de l'abbaye de Conques, là, juste en arrière, l'auberge Sainte-Foy. D'ailleurs, un père prémontré a demandé à Raphaël de sonner la cloche, qu'elle a fait avec beaucoup de joie et beaucoup de puissance. Et pour appeler les pèlerins au repas communautaire le soir. Nous étions, comme vous pouvez voir, il y avait quand même pas mal de monde. Et nous étions avec un groupe d'Allemands qui était vraiment... il était vraiment content de nous voir marcher et curieux aussi de nous voir marcher en famille comme ça, puis d'être partis du puits. Bon, c'est notre sortie de Conques. Là, on descend pour aller traverser la rivière là, sur le pont moyenâgeux avant de remonter la côte pour se rendre à la petite chapelle Sainte-Foy. Les rencontres, on a quelques rencontres que nous avons faites, des gens avec qui on a marché ou le long du chemin. Et aussi les pauses qu'on fait de temps à autre. Ça, c'était à Lévinac-le-Haut. C'est un monsieur, un charmant monsieur qui était tellement heureux de nous parler. On a été au moins une heure et demie avec lui. Il nous a invités à aller voir ses animaux dans les granges, à aller voir les veaux, à regarder la basse-cour. Il y avait 5 merveilleux chiens de chasse qui ont été flattés par les enfants avec beaucoup de plaisir. Et ce qui intriguait beaucoup les enfants aussi, c'est de voir un berger avec ses moutons sur le chemin. Et à côté, on voit que Gabriel s'est amusé à photographier. Il avait un petit appareil photographique et il avait photographié un escargot autour de l'île. Alors ici, on est au Pintadou. Alors ça, c'est un très beau gîte. C'était une vieille maison qui avait été magnifiquement transformée, où il y avait une belle piscine. Alors, on avait marché tout l'avant-midi par une assez grande chaleur. Alors, les enfants étaient super contents de profiter de la piscine, de se baigner, de se délasser. Il y avait aussi beaucoup de BD à la disposition des pèlerins. Donc, ils en ont profité pour lire ça. Et dans ce gîte-là, il y avait un grand chien noir de race allemande qui s'appelle Ovavart. C'est la race qui s'appelle comme ça et non pas le chien. Et donc, cette race-là avait failli disparaître au début du 20e siècle et c'est un vétérinaire qui avait sauvé cette race-là. C'est un chien de ferme, c'est un ami des enfants, donc les enfants l'ont beaucoup apprécié aussi. Pour dire comment les enfants ont aimé rester à ce gîte-là, le lendemain matin, dans le livre d'or du gîte, ils ont écrit « Le Pintadou, c'est le plus beau gîte que nous ayons eu à ce jour ». Ben, ici, on voit comment ils sont contents d'être sur le chemin. Alors, ils ont rencontré un autre pèlerin de bois, là, puis ils font l'accolade. Puis on voit notre beau Gabriel dans un magnifique paysage. Il est tout content. La Figeac, alors ça a été une autre belle surprise pour les enfants. On avait logé dans un gîte et puis qui avait un jardin en arrière, mais en fait, c'était plus comme une jungle, ce jardin-là. C'était touffu, oui, en friche.
Et puis, les enfants exploraient ça. Puis, ils ont trouvé une famille de petits hérissons. Il y avait 4 petits hérissons. Il y en avait un qui avait l'air malade. Et ils ont beaucoup cherché pour la maman, mais ils ne l'ont pas trouvé. Alors, ça les inquiétait beaucoup. Ils avaient peur que le petit hérisson meure. Alors, ils sont allés chercher leur maman Julie, qui est aussi folle qu'eux autres des animaux. Et là, Julie se questionnait, est-ce qu'on devrait appeler un vétérinaire et tout? On en a parlé à notre gîteuse qui a dit, ben non, on ne va pas appeler le vétérinaire, la maman va revenir et tout ça. Alors, en fin d'après-midi et en soirée, on l'a passé à Figeac même. Et évidemment, le lendemain matin, la première chose que les enfants ont fait, c'est d'aller dans le jardin pour aller voir si la maman était là. Effectivement, la maman était revenue. Alors, tout le monde a été bien soulagé, puis on a pu entreprendre notre journée le cœur léger. En descendant vers Cajar, alors les enfants ont pu voir, et nous-mêmes aussi, une belle caselle qui est un petit édifice en pierre sèche qui servait d'abri aux bergers et aux gens de passage s'ils étaient pris par une tempête ou un orage, puis même ça peut servir d'abri durant la nuit. Toujours en descendant vers Cajar, ils ont vu leur premier dolmen qu'on voit à droite. Gréalou. À Gréalou. Et ils ont vu aussi un abri sous roche, donc qui a peut-être servi il y a très, très longtemps aux hommes préhistoriques pour s'abriter d'une tempête. En bas à gauche, on voit un lavoir. Alors, ça aussi, les enfants étaient intrigués par ça. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on voit au Québec. Il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a déjà eu, mais là, il n'y en a plus. Alors, on leur a expliqué à quoi ça servait, comment les gens s'y installaient pour laver le linge. Et en haut, à gauche, on voit un énorme platane avec une bosse impressionnante qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Raphaël. Aussi, la pompe à l'huile. Alors ça a été une autre découverte à Cajar. La pompe à l'huile, c'est un dessert qui est à base d'huile d'olive, de miel, diverses épices, des fruits confits. Moi, j'avais connu ça en 2007, je crois, à Cajar. Et puis, je m'étais promis que si on retournait, je ferais goûter ça aux enfants. Alors, ça a été, une découverte. Gabriel n'a pas trop aimé, mais enfin, ils ont su ce que c'était que la pompe à l'huile. Ici, on nous voit une petite pause câlin à gauche et puis Michel, grand-papa Michel qui marche avec son petit-fils Gabriel. Les enfants, dès qu'il y avait un moment, comme toujours, ils aiment jouer, ce qui est tout à fait normal. Alors, on voit Raphaël en haut avec un jeu de cartes. Ça, c'était dans un gîte aussi. Dans la cour du gîte, il y avait des jeux de plastique. Alors, à Nasbinal, les enfants sont allés jouer dans les jeux. Et à droite, on voit Gabriel. Alors, nous, on n'a pas fini de visiter un musée. Là, je pense que c'était à Aubrac. Et puis, lui, les musées, ça l'intéressait plus ou moins. Lui, ce qu'il voulait, c'est marcher. Alors, il avait hâte de repartir. C'est à ce moment-là que son grand-papa l'a photographié. Vélat. Alors ça, c'est un couvent des sœurs, des filles de Jésus. Évidemment, il n'y a plus beaucoup de religieuses dans ce couvent-là. Alors, elles ont transformé une partie du couvent en gîte pour pèlerins. C'est sur un vaste terrain, très joli, très bien aménagé. Alors là, les enfants pouvaient courir à leur guise sans aucun problème, sans aucun danger. Ils y ont rencontré aussi une religieuse qui recueillait les chats perdus et elle les nourrissait. Alors, ils ont trouvé ça super sympathique. En après-midi, vers 5 heures, alors que Michel, Julie et moi, on prenait notre petit apéro sous un arbre, les enfants sont venus nous voir et puis ils nous ont demandé s'ils pouvaient aller au vêpres et à la messe. Alors, nous, ça nous a surpris. On a dit, oui, allez-y. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, ils sont revenus super contents de leur affaire. C'est là qu'on a rencontré aussi à Vélat Anne, qui était une pèlerine suisse, mais qui avait mal à une jambe.
Et le lendemain, on a marché avec elle toute la journée. En fait, c'est beaucoup Raphaël qui a marché avec elle puis qui lui a parlé tout le long du chemin. Alors, elle lui a demandé, toi, Anne, est-ce que tu as des enfants? Alors, Anne a dit, non, moi, je n'ai pas eu d'enfants, mais j'aurais beaucoup aimé ça en avoir. Alors, Raphaël lui a dit, ah, moi, je suis sûre que si tu avais eu des enfants, tu aurais été une excellente maman. Ça a beaucoup, beaucoup touché Anne. Alors, on voit ici, devant le panneau, Anne nous quitte, elle s'en retourne en Suisse, et puis nous, ben, on continue notre périple. Cahors. Alors là, sur le pont de Cahors, grand-papa dit aux enfants, il y a un petit diable de caché sur le pont. Est-ce que vous êtes capable de le trouver? Alors là, ils sont en train de chercher. C'est Gabriel qui l'a trouvé sur une des tours du pont fortifié. Ici, c'est à Lauzerte. Alors ça, c'est notre avant-dernier jour. À Lauzerte, on se promenait sur la place et puis on a vu un restaurant qui s'appelait Les Trois Chevaliers. Alors, on a dit, il faut absolument aller là, puisqu'il y a 2 chevaliers là, dans le groupe. Il y a Julie et son papa. Alors, on est allé manger là. Ça a été un très beau repas. Tout le monde était très content. On en a profité pour féliciter nos 2 petits héros qui ont marché bravement tous ces kilomètres-là. Alors, ils étaient contents, ils étaient heureux. Bon, bien, nous voici à Moissac. C'est la fin de la marche. Les enfants sont contents. Et nous aussi, parce que ça a été quand même incroyable qu'ils fassent une marche de 400 km. Là, je vais vous dérouler une série de photos qui ont été prises un petit peu partout le long du chemin. Là, nous sommes à Toulouse. On a passé 2 jours à Toulouse, le 12 et le 13 septembre, avant de revenir au Québec. Et là, Gabriel a demandé à sa mère s'il ne pouvait pas se faire couper les cheveux. Et Raphaël, elle aussi, elle ne voulait pas être en reste. Elle a demandé aussi de se faire couper la tignasse parce que ça a été pour nous autres comme un symbole de changement, de renouveau. Bon, ça, c'était un petit peu partout sur les chemins. C'est sûr que sur les chemins, les enfants, c'est quand même une grande distance, on porte un poids. Il y a des petits pépins, des douleurs musculaires aux pieds. Et ben, là, grand-maman Aline avait prévu le coup avec des antidouleurs, des pommades de toutes sortes, anti-inflammatoires, des pansements anti-ampoules, des bandages, etc. Nos 2 petits-enfants continuent de marcher envers et contre tout. Nous sommes vraiment très admiratifs devant leur courage. La maman y contribue quand Raphaël a une baisse d'énergie en lui disant de ne pas faire sa principetta, ce qui veut dire la petite princesse. Et là, ça donnait un coup de fouette à Raphaël et elle partait de plus belle. Gabriel, l'aide fraternelle. Gabriel a aidé sa sœur assez souvent à porter son sac. Et Gabriel n'avait jamais assez. Pour lui, son sac n'était pas assez lourd, ça fait que ça y prenait du poids. Et Raphaël se donnait des défis de porter un peu plus longtemps son sac à chaque jour. Là, ici, ben, nous sommes dans des gîtes. Un gîte, un, c'était à Golignac, puis l'autre, c'était à Sénergue. Et là, on voit très bien le pied de Gabriel qui est pansé. Là, ça a duré à peu près 2 jours. Après, c'était très bien. Puis là, on voit Julie, notre Julie qui est toute fière après avoir fait, on avait fait un immense lavage cette journée-là. Puis là, d'avoir réussi à passer à travers tout ce linge-là et à étendre ça, on avait des étendoirs. On était vraiment bien gâtés à ce gîte.
Bon, ici, on voit le Gabriel qui est bien crinqué, puis on voit Raphaël qui est rendu au bout de la corde. Là, on arrivait à Estin et on a couché au gîte communal à Estin, un super beau gîte. Et Gabriel aussi qui sent la fatigue, mais il ne lâche pas. Bon, ici, quelques photos de la famille Marche, bien sûr. Le pot du pèlerin. Hein? C'est pas pire, ça. Le pot du pèlerin, ça, c'est sacré. Il faut qu'on prenne une petite bière ou un verre de vin, un rosé, un blanc ou un rouge. Et les enfants étaient tellement contents parce que là, eux autres aussi, il y avait le pot du pèlerin. Il y avait la boisson gazeuse, un jus, une liqueur quelconque et des pâtisseries ou des sandwichs. Gabriel avait tout le temps faim. Il avait tout le temps faim. Il fallait qu'on lui fournisse un petit peu de nourriture à tout bout de champ. Oups, je suis allé trop vite. Bon, les distances de marche pour Gabriel, c'était jamais assez long. Les distances de marche pour lui, c'était, il fallait que ça le fâchait un peu quand on arrêtait. Et il fallait continuer. Et à un moment donné, il était avec Aline, on était en Aubrac, il y a une côte juste avant d'arriver à Montcuq. Et, à Montgros. À Montgros, pas à Montcuq, à Montgros. Et là, il a paniqué. Il dit à Aline, il dit, grand-maman, j'ai oublié mon sac en bas de la côte. Fait que là, Aline le regarde. Elle dit, ben non, Gabriel, ton sac, tu l'as sur le dos. Ça fait que pour Gabriel, là, les repas servis à 7h30, 8h, il trouvait ça un petit peu pénible aussi. Et voilà. Alors, on est sur le retour. On est dans l'avion. Et là, on voit l'expression de nos 3 compagnons. Alors, Julie est elle a un petit peu de nostalgie que le voyage soit terminé. Probablement qu'elle aurait aimé ça, continuer. Raphaël, elle est bien contente parce qu'elle va retourner voir son papa et puis son petit frère. Et puis Gabriel, ben, je pense qu'il est très content d'avoir fait ce chemin-là. C'est ça, il est content de lui. Puis voilà. On continue. OK. Alors, au retour, évidemment, les 2 enfants nous disent que quand ils seront devenus grands, ils reprendront le chemin à partir du puits, puis ils vont se rendre jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais cette fois-là, en faisant les étapes qui sont proposées dans les guides. Et Gabriel avait pris à ce moment-là la résolution aussi de faire beaucoup de sport et puis d'être plus sérieux à l'école. Je vais vous partager quelques réflexions aussi sur le fait de marcher avec les enfants. Qu'est-ce que ça implique? Alors, c'est sûr que de la part des adultes, ça demande de la patience, ça demande de la compréhension, parce qu'on l'a vu pas mal tout le long, les enfants sont intéressés par toutes sortes de choses, ils ont besoin de faire une pause. Alors, c'est sûr qu'il faut les attendre, faut comprendre et tout ça. On a eu la chance aussi d'être 3 adultes pour 2 enfants. Donc, Michel a parlé d'une grosse lessive tantôt, mais ça, la lessive, c'est à tous les soirs. Donc, il faut faire la lessive pour 5 personnes, ce qui n'est quand même pas une mince tâche. Et les repas aussi. Donc, faire les repas pour 5 personnes, c'est aussi quelque chose. Donc, se partager ça à 3 adultes, c'était très bien. Le fait de marcher côte à côte aussi, ça a été très intéressant, autant pour nous que pour les enfants. D'abord, ça nous permet de nous connaître beaucoup plus, puis ça permet les échanges, les confidences. Ça permet aussi aux enfants de changer d'adulte, quand on était 3 adultes. Donc, s'il y en a un qui devenait un petit peu trop fatigant, c'est ça. Donc là, il pouvait changer d'adulte aussi. Pour les enfants, ça a été un gros bouleversement d'habitude parce que c'est tout un défi pour eux de dormir un mois complet dans différents endroits, dans des lits différents.
de manger de la nourriture différente, entre autres, souvent quand c'est 2-3 jours la même affaire, là, comme l'aligot. Marcher dans la campagne. Les enfants de Julie, c'est des Montréalais. Donc, marcher pendant 26 jours dans le silence de la campagne, dans le vent, la pluie, le froid, la chaleur. Entendre les fameuses cloches d'église, Gabriel, ça le dérangeait pas mal, ça, que ça sonne toute la nuit ou que ça sonne très tôt le matin, là, ça le réveillait, puis ça, il n'aimait pas beaucoup ça. Apprendre à surmonter la fatigue, la douleur, continuer malgré ces inconvénients-là. Ce voyage, c'est sûr, a beaucoup resserré nos liens qui étaient déjà super serrés, mais on a tellement appris les uns des autres, on a appris à se connaître. Puis Michel et moi, on a été très touchés, on a vu tout l'amour que Julie porte à ses 2 enfants, à quel point elle sait décoder leurs sentiments, leurs besoins, et puis comment elle sait les encourager puis les soutenir. Nous, on a vu évidemment toute la force de caractère, le courage, la persévérance, la détermination des enfants. Eux-mêmes, ils ont compris qu'ils étaient capables de réaliser des exploits, de se réaliser. Ce voyage leur a ouvert les yeux sur tout un monde inconnu pour eux jusqu'alors. Maintenant, nos petits-enfants d'alors sont devenus des grands ados. Gabriel a 17 ans et Raphaël a 14 ans. Alors, ce qu'ils nous disent encore maintenant, c'est qu'ils aimeraient beaucoup remarcher avec nous sur un des chemins de Compostelle. Alors, nous, on leur dit que, bon, c'est pas exclu. Gabriel, il regrette un peu aussi de ne pas avoir profité beaucoup autant du voyage. Alors, on lui dit, écoute, tu étais un petit garçon, tu n'avais que 10 ans. Là. Pour Michel, aller dans le salon si tu ne veux pas écouter ça. Ou... Oui? Non? Oh. Hein? Ouais. Pour Michel et pour moi, les grands-parents, cette marche-là a été la plus précieuse de toutes à plusieurs points de vue. Ce voyage reste dans nos cœurs et puis l'expérience qu'on a partagée avec notre fille et nos enfants, c'est un véritable cadeau. Ça nous permet maintenant d'en reparler ensemble et puis ils savent ce que c'est, quelle trace le chemin laisse dans nos cœurs. Ici, vous voyez l'image du début, c'est la page couverture d'un livre que j'ai écrit en revenant de voyage. Ça s'appelle « Le chemin du puits en famille ». Alors, vous voyez en bleu le lien pour aller le voir sur Blurb si les gens sont intéressés. Ce livre-là, on peut le feuilleter en ligne et même en agrandissant l'image, on peut même le lire en ligne. Alors, si vous voulez suivre le lien. Le récit complet. Oui. Voilà, et on termine sur une parole d'Ovide, qui était un poète romain. Et je trouvais que ça allait très bien avec le voyage. Ne demande pas combien il y a de kilomètres derrière toi, mais plutôt combien il t'en reste à parcourir. Et n'invente pas d'excuses pour rester dans le voisinage. Ne compte pas les jours, puis 1000 soulagements à ta peine seront fournis par la campagne, par tes compagnons de voyage et par la longueur de la route. Alors, c'est Ovide qui l'a écrit, mais notre petit-fils a dit, vous auriez dû écrire Covid. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de notre présentation. Alors, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, on vous remercie beaucoup de votre patience et de votre écoute. Ah, bien, c'est nous qui vous remercions pour la présentation. Christian, je pense que tu as collecté les questions que les gens ont posées. Donc, on va te laisser la parole. Est-ce qu'on reste en partage d'écran ou ils reviennent avec nous? Oui, on pourrait. Je sais que Julie, elle est présente. Peut-être que Raphaël et Gabriel aussi. On voulait les remercier d'avoir permis de partager ce chemin-là que vous avez fait avec vos grands-parents. C'est très inspirant. Comme une dame a écrit aussi tantôt, on voit le chemin différemment avec les yeux des enfants, hein, qu'on ne verrait peut-être pas comme adulte. Absolument. Ils voient des choses qu'on ne voit pas. C'est ça, c'est merveilleux. Oui. Ça a été une belle expérience pour les enfants aussi. Ah oui, oui. Hein? Oui, Julie. Bonsoir, Raphaël. Bienvenue avec nous. Donc,
Donc, tu repartirais toujours sur le chemin? Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens encore de ce chemin-là? C'était une super belle expérience, surtout à faire en famille. Puis, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir un peu sur le monde, sur les différentes cultures et les différents paysages. Mais ouais. Ah, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est une belle occasion de voir plein de gens de partout. Hein? Oui. Effectivement. Je termine. On va terminer cette soirée-là, mais je voulais remercier tout le monde qui ont participé. Je vous invite à aller consulter le calendrier de l'association. Il y a d'autres belles présentations qui vont avoir lieu. Il va y avoir un marcheton aussi. Suivez ça, en tout cas, sur le calendrier. Il y a plein d'activités qui ont, même si on ne peut pas voyager, on peut voyager dans notre tête ou avec les images des gens qui nous sont présentés ce soir. Je vous laisse avec une petite pensée. Une semaine de marche n'est qu'une promenade. Au-delà, on entre dans un espace tout à fait nouveau et c'est ce qu'on a vu ce soir. Donc, je vous souhaite le bonsoir à tous et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci beaucoup. Carmen. Merci Aline. Merci Michel. Bye. Merci. Merci beaucoup.